Pour son 10e anniversaire, KTO a choisi de vous proposer une série d'entretiens exceptionnels. Nous avons la chance aujourd'hui d'être reçus à la Villa Bonaparte, qui est le siège de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Et nous allons nous entretenir maintenant avec monsieur Jean-Luc Poutier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre culturel Saint-Louis de France. Alors vous êtes historien et journaliste, vous avez été rédacteur en chef du Monde de la Bible, en charge des pages rebond du quotidien Libération. Vous avez aussi passé 3 ans à l'École française de Rome. Ça n'a donc pas été une découverte. Comment est-ce qu'on répond à l'appel d'une mission comme directeur du Centre Saint-Louis? Quelles sont les questions qu'on se pose avant de dire oui? Oh, j'ai pas eu le temps de me poser beaucoup de questions parce que ça s'est fait très rapidement et de manière un petit peu inattendue. Donc j'ai été pressenti pour occuper cette fonction et c'est l'envie de revenir à Rome après les 3 ans que vous avez évoqués, qui étaient déjà loin, c'était 30 ans auparavant. L'envie de retrouver Rome, l'amour de l'Italie, la curiosité pour ce qui se passe en Italie et à Rome en particulier, qui m'a fait accepter sans trop savoir ce que j'aurais à faire. Enfin, pas tout à fait, parce que j'avais connu ce centre assez bien, même à l'époque où il était dirigé par une figure illustre, celle du père Delabrosse, le père Olivier Delabrosse, un dominicain qui a été conseiller culturel et directeur du Centre Saint-Louis pendant quasiment 30 ans, 29 ans. Et donc j'avais fréquenté le Centre Saint-Louis à l'époque où je travaillais dans sa bibliothèque et où je suivais les conférences organisées par le père Delabrosse. Donc j'avais une vague idée du travail qui m'attendait, mais sans plus de précision. Même en venant à Rome très régulièrement, j'avais moins fréquenté le centre et je ne savais pas ce qu'étaient exactement ses activités 30 ans après une première fréquentation. Alors, on va parler bien sûr de la mission du centre aujourd'hui, qui évolue d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Mais d'abord, un petit peu d'histoire, ce qui ne devrait pas vous déplaire, parce que ce centre a une histoire prestigieuse depuis sa fondation en 1945. Oui, ce centre est une exception. C'est une exception d'abord parce que c'est le seul centre culturel rattaché à une ambassade auprès du Saint-Siège. Tous les autres centres culturels à Rome, de tous les pays qui ont ouvert des centres, sont rattachés aux ambassades dites bilatérales, dans les relations avec l'État italien. La France possède ce centre depuis 1945 parce que Jacques Maritain, le philosophe Jacques Maritain, avait été choisi comme ambassadeur par le général de Gaulle en 1945 en raison de sa proximité avec le Saint-Siège. C'était un philosophe catholique qui avait longuement enseigné à l'Institut catholique et puis qui était parti aux États-Unis en 1939 pour enseigner et qui n'était pas revenu en France parce qu'il savait que dans la France occupée, il n'était pas le bienvenu. Et donc, il avait fait partie de la résistance depuis New York, où il résidait à l'époque, et le général de Gaulle l'avait choisi pour renouer de bonnes relations avec le Saint-Siège après une période où ces relations, notamment du côté de la résistance, avaient été un petit peu distendues, en tout cas compliquées. Alors Jacques Maritain arrive à Rome et se rend compte que la présence catholique française à Rome est assez faible en réalité. Du point de vue des bibliothèques, des contacts avec la culture italienne, avec la curie romaine, tout cela était peu développé et donc il décide de créer un centre culturel qui à l'époque s'appelait Centre d'études. Ça n'était pas un centre culturel, c'était un centre d'études pour permettre la diffusion de la pensée chrétienne française auprès de toutes les populations vivant à Rome, italiennes, mais aussi les communautés étrangères installées dans la capitale italienne. Et donc ce centre culturel, ce centre d'études Saint-Louis de France va se doter d'une bibliothèque, une bibliothèque qui sera fréquentée notamment par les séminaristes ou les prêtres français vivant à Rome et qui avaient besoin d'un instrument de travail parce qu'ils n'avaient pas exactement sous la main ce dont ils avaient besoin. Et puis, petit à petit, l'habitude va être prise de faire venir des conférenciers, bref, de diffuser la culture française à Rome. Ce sont les débuts du Centre Saint-Louis. Mais alors, une bibliothèque, c'est une bibliothèque d'ouvrages religieux? C'était à l'origine une bibliothèque d'ouvrages religieux. C'était une bibliothèque de théologie, de sciences religieuses, de spiritualité. Et cette bibliothèque, bien sûr, a évolué au fil des années, mais l'essentiel du fond était un fond religieux. Alors vous parliez des conférences, dans les années 45 jusqu'aux années 60, il va y en avoir de très importantes qui vont
faire connaître un certain nombre de penseurs de la théologie français. Oui. Alors ça s'est fait en deux temps. Oui. Dans les années 50, la théologie française, qui était regroupée souvent sous le vocable de nouvelle théologie, était assez peu appréciée à Rome. Le père de Lubac avait été suspendu d'enseignement, non pas par le Saint-Siège, mais par le général des Jésuites. Le père Congar était tenu un peu en suspicion. Bon, et puis il y avait eu l'encyclique Humani Generis de 1950, qui avait non pas condamné, mais émis de fortes réserves à l'égard de cette nouvelle théologie, une théologie née pendant la guerre, et notamment à partir du renouveau patristique, qui avait été très important, notamment à Fourvière, à Lyon, où toute cette école s'était créée. Alors, dans les années 50, nous avons les traces des conférenciers qui sont venus à Rome. C'était plutôt des conférenciers classiques. Daniel Robs, par exemple, venait très souvent, mais Daniel Robs ne suscitait pas d'hostilité, oui, ou même de réserve de la part du Saint-Siège. En revanche, là où tout cela va changer rapidement et profondément, c'est à partir du Concile, à partir de 1962. Parce que ces théologiens qui avaient été vraiment mis à l'écart et sanctionnés dans les années 50 vont d'un seul coup se retrouver en pleine lumière et associés aux travaux du Concile. Alors c'est le cas évidemment du père de Lubac, du père Congar, du père Marie-Dominique Chenu, un autre dominicain comme Congar, de Jean Danielou. Et donc tous ces théologiens deviennent des experts au Concile et à partir de ce moment-là vont fréquenter le Centre Saint-Louis de France où ils vont donner des conférences et leur présence va s'étaler pendant des années jusqu'à leur vieillesse et à leur disparition. Et ces conférences, c'est aussi l'occasion pour des représentants d'autres églises nationales qui font leurs études à Rome, mais aussi pour les gens de la curie, de venir écouter, de nouer des contacts. Oui, c'est ce qui était très frappant dans les années... Moi, je suis arrivé ici à la fin des années 70. C'est ce qui était très frappant quand on allait au Centre Saint-Louis, c'est qu'il y avait tout un public francophone, et pas seulement français, et pas seulement un public francophone. Les Italiens, à l'époque, la génération des Italiens qui avait une quarantaine d'années dans les années 70 parlait bien français. Le français restait encore une langue très pratiquée en Italie, et puis des Allemands, des Anglo-Saxons. Voilà, c'était un lieu de pensée vivante, de diffusion d'une pensée vivante, et donc le père de la Brosse faisait venir des théologiens, mais pas seulement des théologiens, de toutes sortes de grands esprits de l'époque, aussi bien un Raymond Aron, que Edgar Morin, que tous les grands historiens de la Nouvelle Histoire, les Georges Duby, Jacques Le Goff, Emmanuel Leroy-Ladurie, toutes ces personnalités exceptionnelles et qui aujourd'hui ont pris une place dans l'histoire de la pensée, sont venus au Centre Saint-Louis pour rencontrer un public et prononcer des conférences qui faisaient connaître l'état de leurs travaux. Donc c'est un lieu de bouillonnement intellectuel, mais c'est aussi un lieu reconnu par Rome comme chrétien. Preuve en est la visite des papes. Oui. Alors les papes viennent au Centre Saint-Louis, Jean XXIII, plus tard Jean-Paul II. Paul VI vient à l'église Saint-Louis des Français. Pour l'instant, je n'ai pas de traces matérielles de son passage au centre. Bon, on ne sait pas s'il a franchi la porte. On ne sait pas s'il a franchi la porte. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même le même bâtiment. C'est le même bâtiment. Oui. Alors il est convenu d'admettre que Paul VI a aussi visité le centre, et puis d'autres visiteurs illustres, le général de Gaulle. Va venir visiter le Centre Saint-Louis au cours des deux visites qu'il viendra faire en Italie en 1959 et je crois en 1967 pour la seconde. Il a dû venir en 1959. Et donc tous ces visiteurs viennent visiter le centre qui a acquis un statut très, très important dans la vie intellectuelle et spirituelle de Rome. Alors, François Fillon, au moment de sa visite à Rome pour la canonisation de Jeanne Jugan, est venu inaugurer votre nouvelle médiathèque, on en reparlera, mais dans son petit discours, il a dit notamment que le Centre Saint-Louis est une de ces institutions de culture, de pensée, de débat qui représente avec éclat notre pays à l'étranger. Voilà une mission. Oui, c'est une mission qui a été bien remplie pendant longtemps, qui appelle à être remplie encore aujourd'hui et dans l'avenir, mais c'est une mission qui a aussi évolué. C'est-à-dire que depuis la création du Centre Saint-Louis en 1945, les conditions de la présence française à Rome ont changé. Dans les années 60, 70 et encore 80, à côté du Centre Saint-Louis rattaché à l'ambassade de France près le Saint-Siège, existait un autre centre culturel rattaché, lui,
à l'ambassade de France auprès de la République italienne, à l'ambassade bilatérale, et ce centre était situé Piazza Campitelli. Il était connu sous le nom de Centre Campitelli, avec les mêmes fonctions. Bibliothèque, conférences, concerts et spectacles. Mais alors pas spécialement religieuse? Non, non, pas du tout. Ça se partageait équitablement entre la religion au Centre Saint-Louis et le laïc. Piazza Campitelli. Bon, je me souviens quand je suis arrivé à l'école française de Rome en 1978, qu'au bout de quelques semaines, le directeur est venu me voir, m'a demandé si je n'avais pas de prévention à l'égard des curés, disait-il. Je lui ai dit que je n'avais aucune. Il m'a dit, bon, si tu peux de temps en temps aller suivre les conférences du père de la Brosse, ce serait bien. Donc je venais suivre les conférences du père de la Brosse. Mes camarades plus engagés du côté laïque, on avait même à l'époque des inscrits au Parti communiste à l'école française de Rome, allaient plutôt suivre les conférences Piazza Campitelli. Enfin, tout ça n'était pas tranché une fois pour toutes. Moi, je me souviens être allé écouter Bernard-Henri Lévy, Piazza Campitelli, expliquer à des Italiens que l'antifascisme était une idée neuve en Europe, ce qui avait suscité quand même quelques réactions de surprise pour le moins. Et puis, il y avait Piazza Campitelli, aussi une très belle bibliothèque. Et malheureusement, ce centre a fermé ses portes dans les années 1990 pour des raisons budgétaires. Et sa bibliothèque, qui était une belle bibliothèque, a été absorbée par l'université Rome 3, Rome à Tre, et le centre a disparu. Et donc le centre Saint-Louis est devenu à ce moment-là le seul centre culturel français à Rome. Est-ce que ça veut dire que du coup, vous avez dû récupérer, en plus de la vocation propre du centre Saint-Louis initiale, celle aussi de centre culturel à Rome? Ça n'a pas été immédiat, mais petit à petit, les fonctions du centre Saint-Louis ont évolué. Il a fallu s'ouvrir en tant que centre culturel français de Rome vers des publics qui n'étaient plus seulement des publics croyants, des publics chrétiens, mais s'ouvrir aussi à des publics plus diversifiés. Et puis quelques années plus tard, l'Alliance française de Rome a également fermé. Et donc les activités d'enseignement du français liées au ministère des Affaires étrangères se sont repliées sur le centre Saint-Louis. Et donc à partir de là, l'enseignement des langues, essentiellement du français et un peu de l'italien pour les nouveaux arrivants à Rome, l'enseignement des langues est devenu une des grandes activités du centre. Aujourd'hui, le centre de langue lié au centre Saint-Louis accueille 3000 étudiants par an, ce qui est considérable, et cette activité d'enseignement est une des premières activités du centre aujourd'hui. Quels sont les autres ? Alors, les autres, c'est des activités classiques, bien évidemment, mais nous en reparlerons peut-être, la médiathèque, bibliothèque, qui reste quand même le lieu de rendez-vous, de passage, d'accueil premier du centre. Les activités de conférences qui continuent, mais dans un esprit peut-être un petit peu différent, d'autant plus qu'aujourd'hui, le public de ce type de conférence a évolué. Évidemment, la télévision, Internet font une concurrence assez rude. Une activité comme des conférences de type classique, telles qu'elles pouvaient exister il y a encore 30 ou 40 ans. Et puis, nous sommes dotés d'un auditorium qui a été creusé dans les années 50, quasiment à la main, enfin à la pioche, par des employés du centre, et cet auditorium a été petit à petit adapté, transformé, c'est devenu une salle de cinéma, et donc le centre Saint-Louis est un cinéma. Nous proposons des cycles de films français en version originale ou en version originale sous-titrée. Ça attire beaucoup de public. C'est probablement l'activité qui attire aujourd'hui le plus de public, parce qu'en Italie, une loi ancienne fait que les films en version originale sous-titrée ne sont pas possibles. Tous les films doivent être doublés. C'est un privilège du syndicat des acteurs. Et donc les Italiens qui veulent voir des films français en version originale viennent les voir chez nous. Donc c'est une de nos activités. Et puis nous allons certainement développer encore d'autres activités. La musique, désormais, chez nous, est une activité importante. Des concerts qui ont lieu soit au centre, soit hors les murs, parce qu'à Rome, les lieux pour écouter de la musique sont multiples, et notamment toutes les églises, d'abord les églises françaises, les 5 églises françaises de Rome. Et puis nous allons peut-être aussi développer des activités liées aux arts plastiques, un peu d'enseignement artistique, et retrouver également une activité qui a longtemps fonctionné, puis qui s'est interrompue pour des raisons conjoncturelles, qui est la visite et la connaissance de Rome, des visites organisées pour des Romains ou pour des gens de passage, de toutes les beautés que recèle cette ville. Alors quand vous choisissez aujourd'hui la programmation d'une conférence, d'un film, d'une exposition, quels sont les critères pour que ça ait lieu au Centre Saint-Louis ?
Les critères, ils sont relativement simples. C'est que nous ayons soit une idée à faire passer auprès d'un public francophone ou italien, soit qu'il existe une attente de ce public que nous soyons à même de remplir. Ça fonctionne dans les deux sens. Nous proposons et nous sommes également à l'écoute de la curiosité du public. Mais enfin, ça c'est presque banal. Et donc, nous choisissons aujourd'hui les conférenciers par rapport à l'actualité d'un débat, à leur notoriété, ou à une nécessité que nous rencontrons. Il y a peu de temps, nous avons accueilli l'archevêque de Rennes, Monseigneur Dornelas, qui est venu présenter le travail des évêques de France sur la bioéthique. Ça rentre tout à fait dans le cadre des missions du Centre, et je dirais des missions originelles du Centre. Faire connaître la pensée catholique française en Italie. Les évêques de France ont beaucoup travaillé sur la bioéthique ces derniers temps, avant la révision des lois de bioéthique. Le débat est très vif en Italie sur ces questions depuis une année, notamment à propos du vote d'une loi qui s'appelle ici le testament biologique, une loi sur la fin de vie. Et donc avoir une conférence d'un spécialiste français catholique de la question qui présente l'état de la réflexion en France, eh bien ça entre tout à fait dans le cadre de nos conférences. Mais quelques jours avant, nous accueillons un concert de la chanteuse Émilie Loiseau. Alors là, nous ne sommes plus du tout dans la pensée chrétienne ou dans le débat d'idées, mais c'est une manifestation artistique, une jeune chanteuse, alors qui a attiré un public monstre. Je dois avouer que c'est la première fois que nous avons refusé du public. Il y avait beaucoup plus de jeunes qui voulaient venir écouter Émilie Loiseau que notre modeste auditorium ne pouvait en accueillir. Et donc c'est un concert c'est une très bonne chanteuse avec de très jolis textes. Et c'est un concert qui a eu beaucoup de succès. Vous voyez, nous sommes là vraiment dans des domaines tout à fait diversifiés. Mais vous gardez une vigilance, vous citiez la conférence de Monseigneur Dornelas, pour qu'il y ait des éléments, des rendez-vous qui correspondent à la vocation originelle, à la vocation initiale du centre. Oui, ça c'est très important. Et ne pas se couper de ses racines. Je crois que n'importe quel directeur de centre culturel, qu'il soit religieux ou laïque ou autre, vous dirait la même chose. C'est-à-dire que nous, notre vocation originelle, c'est la diffusion de la pensée chrétienne française à Rome, et ça reste notre mission de référence, même si nous nous sommes élargis à d'autres missions dans toutes sortes de domaines. Et donc, au premier semestre de l'année prochaine, nous aurons un cycle de conférences sur les théologiens français du XXe siècle, organisé avec l'Université grégorienne. Et par ce cycle de conférences, nous rentrons tout à fait dans le cadre des fonctions premières qui ont été celles du centre. D'accord. Alors, un mot tout de même sur votre nouvelle médiathèque. Il y a eu plusieurs mois de travaux dans le centre Saint-Louis, et puis c'est le Premier ministre en personne, à l'occasion de sa venue, qui a inauguré cette médiathèque. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Alors, on y trouve le fond déjà un peu ancien des livres qui étaient là depuis l'époque de Jacques Maritain jusqu'à aujourd'hui. Donc le fond religieux qui représente quand même quasiment la moitié des volumes de la bibliothèque, ce qui est très important, sur un peu plus de 30 000 volumes. Et puis des fonds plus classiques, enfin plus classiques en tout cas différents, histoire, sciences humaines, philosophie. La philosophie est évidemment un fonds très important. Maritain avait tenu à ce que ce soit développé. La littérature, où il faut que nous fassions un effort. Une expérience nouvelle, qui est une bibliothèque dite de l'apprenant. Alors c'est les termes un peu techniques, mais c'est une bibliothèque qui est destinée aux élèves du centre de langue, et dans laquelle ils pourront trouver des ouvrages qui iront avec leur progression en français. C'est-à-dire qu'il est parfois décourageant pour quelqu'un qui apprend une langue d'essayer de lire un livre parce que ça va être trop difficile. Et là, tout un travail est fait pour que ce fonds dit de l'apprenant soit un fonds progressif qui accompagne l'apprentissage du français par nos élèves. Et puis nous avons aussi un fonds enfants, jeunesse très important, et toutes sortes d'activités vont être développées pour accueillir les enfants, notamment le samedi matin, pour qu'ils puissent lire, rencontrer des auteurs, avoir diverses activités, ateliers d'écriture ou autres. Traditionnellement, les enfants sont un public attaché au Centre Saint-Louis, et comme pour
pour des raisons de travaux, cette bibliothèque était fermée depuis 2 ans, eh bien, nous espérons qu'ils vont revenir en grand nombre. Et alors cette bibliothèque est devenue une médiathèque. Ce n'est plus une bibliothèque, c'est une médiathèque. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un fonds multimédia, c'est-à-dire que grâce à un accord qui a été passé avec le centre de ressources de l'ambassade bilatérale, parce qu'après la fermeture du centre culturel, il était resté un centre de ressources d'information sur la France contemporaine, eh bien, nous avons fusionné ce centre de ressources avec notre bibliothèque. Et donc le centre de ressources nous a apporté un très grand nombre de DVD, de compacts disques, soit de la musique, soit des compacts audio, et nous avons installé des postes de lecture, donc des terminaux d'ordinateur où il est possible de consulter Internet, mais aussi de lire des DVD ou des CD, voire de les emprunter pour les lire chez soi. Et donc nous sommes dans le multimédia, Internet, tous les supports nouveaux de l'audiovisuel, et donc nous sommes passés du statut de la bibliothèque traditionnelle à la médiathèque multimédia. On sent que c'est un centre qui vit, qui bouge, qui a plein de projets. On disait il est situé dans des bâtiments superbes au demeurant, qui forment un corps de bâtiment avec l'église Saint-Louis des Français. Oui. Vous avez des relations avec la communauté des prêtres qui vit à l'église et son recteur? Oui, des relations très fréquentes. Parce qu'une porte vous sépare. Oui, alors en fait, tout cela, bon, à l'heure actuelle, en plus, c'est facilité par le fait que le recteur actuel de Saint-Louis des Français était mon prédécesseur dans le poste de directeur du centre Saint-Louis, Monseigneur Valdrini. Donc ça facilite évidemment les échanges. Les prêtres de la communauté Saint-Louis viennent écouter nos conférences, ou certains utilisent la bibliothèque comme instrument de travail. Et nous suivons ce que font les uns et les autres. La communauté Saint-Louis est hébergée par les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, et ces pieux établissements font vivre une chapelle musicale, la Cappella Ludovicea, qui donne régulièrement des concerts, et donc le centre est associé à l'information sur ces concerts, voire parfois contribue à en organiser certains. Donc tout cela se passe, si j'ose dire, en famille. Et tout cela dépendant d'une ambassade représentant la République laïque, bizarrerie française quand même. Oui, mais vous savez, il y a d'autres pays tout aussi laïques que la France qui ont des ambassades auprès du Saint-Siège avec des conseillers ecclésiastiques, comme c'est le cas dans notre ambassade. Nous, notre particularité, c'est le centre culturel. Parce que nous sommes le seul centre culturel, comme je l'ai déjà dit, rattaché à une ambassade près le Saint-Siège, ce qui même est étrange du point de vue de la topographie, parce que normalement nous devrions être à l'intérieur du Vatican. Or, nous sommes sur le territoire italien, mais nous sommes un centre culturel qui n'est pas rattaché à une ambassade auprès de la République italienne, ce qui nous donne un statut un petit peu hors de l'ordinaire, pour ne pas dire extraordinaire. Enfin, bon, tout ça ne pose pas de problème insurmontable. Si j'en reviens au fond de la médiathèque, par exemple, le fonds audiovisuel dont vous avez hérité et que vous allez continuer à alimenter, j'imagine, vous allez aussi y développer une part correspondant aux questions religieuses? Alors, pour l'instant, ce fonds, effectivement, est assez peu doté en films touchant aux questions religieuses, mais nous avons justement l'intention de monter un cycle de films touchant à ces questions, ça ne manque pas. Et donc à partir de là, de lancer une partie du fonds, enfin de constituer une partie du fonds en film touchant aux questions religieuses. Ça n'était pas la priorité de ce qui nous a été apporté, mais évidemment ça va faire partie de nos missions. Et nous avons déjà réfléchi à un cycle, que ce soit à partir de l'œuvre de Bernanos ou d'autres auteurs, les films touchant à des questions religieuses ne manquent pas, ou à la Bible, ou le tout c'est que ce soit des films français. Puisque nous sommes un centre culturel français, nous diffusons des films français en version française. Donc ça pose toujours un petit problème de constitution de nos cycles, mais ce n'est pas insurmontable là aussi. Le centre est aussi ouvert aux personnes de passage, pour ceux qui nous regardent et qui... Oui, alors bien sûr, d'abord il y a un accueil
permanent de midi à 6 heures du soir. Voilà, les gens qui passent peuvent être accueillis, poser des questions, être aiguillés vers tel ou tel lieu qui correspondrait davantage à leur attente. Bon, bien sûr, pour se servir de la médiathèque, normalement, il faut être inscrit. Bon, alors là, pour quelqu'un de passage, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais éventuellement, pour consulter tel ou tel document ou obtenir des renseignements sur Rome ou sur une visite de Rome, c'est possible. Et puis, comme je le disais, nous allons essayer de relancer des programmes de visite qui seront destinés à la fois aux résidents et aussi à ceux qui viennent ici pour un temps un petit peu plus bref. Je rappelais tout à l'heure les paroles de François Fillon expliquant la vocation de ce centre, une haute vocation. Quelle est votre ambition pour 2010? Est-ce qu'il y a un projet, un rendez-vous particulier qui ferait que dans un an, si on vous revoit, vous nous diriez que ça a été une belle année? Bien, l'ambition pour 2010, c'est d'essayer de diversifier le public et surtout de faire venir un petit peu plus de monde. Ça peut paraître très modeste, mais un petit peu plus de monde à nos activités de conférences et de rencontres. Parce que nous avons été la bibliothèque médiathèque a été fermée pendant 2 ans. Et je me rends compte maintenant qu'elle est ouverte. Moi, je ne l'ai connue que fermée. Et je me rends compte maintenant qu'elle est ouverte à quel point c'était important d'avoir ce lieu d'accueil, de rendez-vous. Et donc, la médiathèque, bien sûr, a sa fonction propre, mais je pense qu'elle peut nous servir de support pour retrouver de nouveaux publics et en particulier pour la rencontre avec des auteurs, avec des personnes qui nous apportent des idées, du débat sur les idées. Et si nous arrivons en 2010 à élargir notre public de ce point de vue, je pense que ce sera une belle réussite. Nous avons une autre grande ambition qui est un festival de musique baroque que nous essaierons de tenir au mois de juin, qui s'appelle les 5 perles du baroque, c'est-à-dire un concert dans chacune des 5 églises françaises de Rome. Ça, c'est très important. J'espère que nous y parviendrons également. Et puis, continuer à assurer une présence francophone à Rome. Malheureusement, le français, qui était quasiment la 2e langue en Italie il y a encore un demi-siècle, a beaucoup reculé. Et par le centre de langue et par toutes nos activités, nous développons une présence francophone et nous aurons un festival du film francophone avec les ambassades francophones de Rome. Et là, je crois que c'est aussi une de nos missions prioritaires. Et alors, pour se tenir au courant de tout ça, un dernier mot, il y a un site internet? Oui, www.saintlouisdefrance.it et vous avez toutes les informations et le développement du site fait aussi partie de nos objectifs. Jean-Luc Poutier, merci beaucoup. Merci à vous.